Après avoir parcouru le monde à la recherche de sports insolites, d'émotions hypersoniques, après avoir transformé son corps tout en muscles, en machine de guerre à faire pâlir de honte ses amis, elle va encore une fois essayer de nous faire bouger le cul, j'en suis sûr. Caro, c'est à toi. Eh bien, je vais vous décevoir, les amis. Aujourd'hui, vous allez laisser vos petites fesses sur la chaise. Eh oui, aujourd'hui, pas de sport insolite, pas de trucs de ouf, pas de transpiration abondante, rien de tout cela. Aujourd'hui, nous allons parler dopage. Eh oui, parce que le cyclisme, tout ça, le Tour de France a débuté, je me dis que c'est un sujet d'actualité. Donc commençons par dire que le dopage est une pratique ancienne, qui semble être née en même temps que les premières compétitions sportives. Dans les Jeux olympiques antiques, l'alcool était prohibé. Un juge placé à l'entrée des stades reniflait l'haleine des compétiteurs pour vérifier le respect de la règle. Quelque chose me dit que le teint du mec devait virer au vert régulièrement au vu de l'hygiène bucco-dentaire de l'époque. Moi, je dis ça, je dis rien. On considère que le dopage s'est professionnalisé et généralisé dans certains sports à la fin des années 50 et au début des années 60 avec l'arrivée de produits à activité hormonale comme l'hormone de croissance, pas de croissance, de croissance c'est mieux. Prise à l'adolescence, elle permet aux sportifs de grandir davantage. Donc mes parents avec leurs conneries genre mange ta soupe, tu vas voir, tu vas grandir, râle et traître, c'était pas ça, c'était l'hormone de croissance qu'il fallait me filer. Bon. Les corticoïdes sont également utilisés rapidement pour se doper. La cortisone augmente nettement la capacité psychologique de résistance à la douleur et la motivation du sportif. Alors, j'ai essayé d'en mettre dans la tisane du soir de Christophe, mais rien n'y a fait. Il ne s'est pas réveillé en me disant « Chérie, je vais m'inscrire à la salle de sport » ou « Et si on allait courir au bord de mer ?» Non, rien de tout ça. Au contraire, il me disait l'autre jour, alors là, tenez-vous bien, parce que là, elle est bonne celle-là, que l'idéal, ce serait que les boulangeries soient en mode drive, comme ça t'achètes ton pain sans même sortir de la bagnole. Là, C'est l'esprit pratique. Mais je suis d'accord avec lui. Là, je me suis dit que son cas était définitivement désespéré. Bon. Ok, bon. Pour revenir au dopage, lors de la guerre froide, tous les sportifs des pays de l'Est étaient bourrés de testostérone et d'anabolisants. On se rappelle d'ailleurs de ces athlètes féminines à la carrure digne de celle de Schwarzy ou de Stallone, à la belle époque de Terminator ou Rambo. À la moustache abondante en plus. Aussi. Ah oui. Elles avaient d'ailleurs souvent plus de poils au menton que de cheveux. Bref. La grossesse aurait même été une méthode utilisée par certaines athlètes soviétiques et est-allemandes pour bénéficier du climat hormonal du début de grossesse. Et oui, ces jeunes sportives auraient ensuite subi une IVG après l'épreuve. Bon, en effet, au début de grossesse, la masse sanguine augmente, ce qui aboutit à un meilleur transport d'oxygène par le sang. Les chercheurs ont montré également que le volume pulmonaire augmente en même temps que l'utérus s'allergie. Alors, pour vous dire, ces pratiques paraissent dingues, franchement, à nous tous autour de la table, mais dans ces pays, le sport était parfois le seul moyen pour échapper à la pauvreté et faire vivre dignement sa famille. À nous tous autour de la table, les sportifs. Les sportifs, bien évidemment. Les sportifs et Christophe. Et Christophe. Donc ainsi, des pays entiers ont leur réputation sportive entachée par le dopage. On reste toujours dans les pays de l'Est avec la fédération d'athlétisme russe. Je vais me faire plastiquer ma caisse à force de baver sur les Slaves. On n'ira pas en vacances, c'est ça. Là, ça va commencer à péter. Bon, les athlètes russes dominent la discipline depuis des années. Sprint, saut en hauteur, perche, ils excellent dans tout. C'est quand même bizarre, non? Il y a de fortes suspicions sur le fait que médecins, athlètes, fédérations sportives, ministère des Sports travaillent ensemble pour améliorer les performances sportives et ou cacher le recours aux produits dopants. La fédération d'athlétisme russe est d'ailleurs interdite de JO à Rio car elle a entravé le travail des commissions antidopage en amont de la compétition. Un aveu des pratiques illicites pratiquées. Les athlètes russes qui peuvent prouver leur bonne foi pourront quand même participer, mais pas sous la couleur de leur pays. Ils seront participants neutres, c'est-à-dire sans représenter la nation. Chaud. Ouais. Donc en fait, comme d'habitude, on en revient toujours à la même chose, l'argent est le nerf de la guerre. Le sportif veut gagner les compétitions pour la gloire, bien sûr, mais aussi et surtout pour gagner du flouze, du pèse, de la monnaie, de la thune, quoi. Les médecins aident les sportifs en leur injectant des produits permettant d'accroître leur performance et font preuve d'ingéniosité pour que les substances soient non détectables aux tests antidopage. La médecine du dopage a toujours un train d'avance par rapport à celle qui contrôle les sportifs parce qu'encore une fois, les fédérations sportives, les sportifs eux-mêmes, payent grassement ces médecins borderline. Les sportifs font une confiance aveugle à leur tout bip et quand les scandales éclatent, certains disent « Coucou Richard Virenque, on m'aurait menti, on m'a dopé
peu à l'insu de mon plein gré. Et oui, imaginez la pression exercée par les sponsors du Tour de France qui versent des sommes astronomiques pour qu'une équipe porte leur nom de marque, genre Rabobank, Française des Jeux, Skoda, Cochonou. J'aimerais avoir mon Cochonou sur mon cuissard de cycliste, trop flatteur le truc. Donc s'il faut filer une mallette de cash complémentaire pour encourager le sportif, l'entraîneur, l'équipe médicale, why not? Et c'est comme ça que l'équipe US Postal a triomphé avec notamment Lance Armstrong, notre mythe vivant en matière de dopage. Il est encore vivant, oui. Et ces 7 victoires du Tour de France, titres qui lui ont été retirés par les commissions antidopage depuis, des témoignages sous serment de 26 personnes, dont 15 coureurs et environ 1 millier de documents compromettants, décortiquent le dispositif mis en place par le sportif au sein de l'US Postal. Ah, le sportif, carrément. L'équipe avec laquelle Armstrong a connu la gloire après avoir surmonté son cancer des testicules. Donc le mec apprend quand même pas de ses erreurs. Il a failli y passer, il remet ça. Il a dû se dire que la foudre tombait pas 2 fois au même endroit. Sauf qu'il la provoque un petit peu en se mettant en haut de la seule colline du coin et en brandissant un tisonnier vers le ciel, histoire d'augmenter sérieusement la chance de se faire foudroyer. Bon. Des cyclistes de renom comme Tyler Hamilton, ancien proche d'Armstrong, ont donné leur témoignage et ont fait éclater la vérité au grand jour. On sait maintenant comment des professionnels du dopage ont mené une stratégie délibérée de triche au sein de l'US Postal entre 1999 et 2005. Wow. Un système de pression était aussi à l'œuvre pour inciter les autres coureurs à consommer des drogues dangereuses et à aider Armstrong à s'imposer sur les courses. Comme cela a été longtemps soupçonné, l'EPO, hormone qui permet de multiplier les globules rouges et de mieux oxygéner le sang, est au cœur du dispositif. Testostérone, hormone de croissance et cortisone faisaient également partie du fameux pot belge. Concrètement, Armstrong est accusé d'avoir mené des cures massives de PO dans le plus grand secret et dans des lieux inaccessibles au contrôle antidopage à partir de 2000. Lors des compétitions, il lui suffisait ensuite de se réinjecter d'infimes doses parfaitement mesurées pour être indétectable en vue de booster les effets de la substance. Pour déjouer les contrôles, easy les mecs, les médecins évacuaient son urine avant le contrôle, les médecins spécialistes qui le suivaient évacuaient son urine et la remplaçaient par de l'urine artificielle. Ils diluaient son sang et le perfusaient avec du sang physiologique. L'histoire ne dit pas comment on réinjecte de l'urine, mais bon, j'ai pas vraiment envie de savoir. Bien sûr, il y a aussi de la corruption dans la lutte anti-dopage. Ah oui, sinon, pas rigolo non plus. Si les mecs, ils palpent pas non plus, c'est pas... oui, on vous dit que l'argent peut tout acheter. Donc, par exemple, bizarrement, dans le tennis, il y a peu de cas de dopage. Oui, il faut préserver l'image de ce sport qui permet aux chaînes TV de faire payer une blinde aux annonceurs publicitaires pour diffuser leurs spots de pub entre 2 jeux. Du coup, quand un joueur est contrôlé positif, souvent on ne les bruite pas, mais on l'écarte des cours pour blessure. Genre le mec, non, il est pas trop bien, il va pas jouer Wimbledon ou des grands tournois de ce type. Tout le monde y gagne comme ça, tu vois. Le sportif, il préserve sa réputation et garde donc ses sponsors. Les fédérations se gargarisent du faible nombre de contrôles positifs en disant qu'elles font bien leur travail. En amont, elles font de la prévention, de la triche, tout ça. Elles expliquent que c'est pas bien, non, pas bien, faut pas. Et le téléspectateur continue à regarder les exploits à répétition des joueurs en se disant que c'est humainement possible. Finalement, le mec, il peut gagner tous les jours et pas de problème. Il a juste des bras bioniques, tout ça, mais sinon, pas de souci. Oui, on a aussi notre part de responsabilité dans le dopage. Le spectateur, le supporter, le fan veut toujours plus de spectacles, veut voir tomber les records, veut assister à de véritables exploits. Ce véritable cercle vicieux incite les sportifs, les fédérations, les sponsors, les chaînes de TV à franchir la ligne rouge en permanence. Et ce sont au final les sportifs qui en pâtissent. Soit ils se dopent au péril de leur santé, soit ils sont toujours devancés par les tricheurs. Et on en arrive à mon coup de gueule. Ah, un coup de gueule, ça fait du bien. Pas que ça passe. Ça arrive. Un coup de cœur, un coup de gueule, Un quiz. Alors, les amis, pas plus tard que cette semaine, tout le monde s'est étonné du fait que Djokovic, vous le connaissez tous, le numéro 1 du tennis, se fasse sortir dès le 3e tour de Wimbledon. Le mec, il vient de gagner Roland-Garros, 33e tour de Wimbledon dehors,
Les fans sont complètement perdus, là. Il a manqué de niaque, le mec. Il a oublié de bouffer son biscuit gerblé avant son match ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ben ouais, on oublie que ce pauvre Novak n'est qu'un homme, hein, pas une machine. Donc le mec, il a remporté quand même 12 tournois du Grand Chelem, mais il n'a pas le droit à une baisse de forme ou tout simplement passer à côté d'un match. Ben non. Ceux qui disent aimer le sport ont donc encore un peu de chemin à faire pour véritablement soutenir leurs champions dans les victoires comme dans les périodes un peu moins fastes. Mais c'est bien connu, les gens n'aiment que les vainqueurs. Avis aux supporters des équipes de foot, prenez exemple sur les Islandais qui ont applaudi leurs Vikings lors des victoires comme lors de leur défaite face à la France. Et oui, clapping. Ah, bravo. Alors, dis donc. on peut te retrouver sur quel réseau social? Alors, Quel réseau tout court? Ouais. on peut me retrouver EDF. sur noops.live. Je suis également branché EDF, effectivement. Noops.tv, même on peut dire. Noops.tv aussi. Ou Noops.live, ça marche aussi. Hein. Bon, bah, Tout est Noops.live, bon. tout est bon. Et puis, bien sûr, à Fitlane, of course. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Chris, au passage, si tu vas du côté de Bourges, tu as une boulangerie qui... Qui drive? Ouais, Ah, qui le fait drive. bonheur. Super. Non, mais attends, tu veux me l'encourager ou quoi? Tu présentes? Quand tu vas chercher ton fils à l'école, Bientôt. qu'il Je pleut, suis un que tu dois aller incompris. acheter le pain, je trouve que c'est très pratique. Ah, merci. Non, mais...